Patrick, tu restes? Non? Vous pouvez rester, il n'y a aucun problème. Même c'est bien, j'ai mis ça pour que tout le monde entende. On commence dans 2 minutes, on a encore un peu le temps. Et toi, il y a une dizaine de personnes de connectées. Hop, pardon. Ça va. Il en reste 2. Et donc, tu vois, pour l'instant, en fait, ça, c'est l'outil de visio. Et en fait, j'ai un outil qui permet de choisir ce que j'envoie. Donc, tu vois, pour l'instant... Ici, bonsoir à tous. Donc, on va pouvoir attaquer si vous le voulez bien. Nous sommes à Charbonnières-les-Bains, en présence du maire Gérald Aymard. Donc, ça devient maintenant un rendez-vous assez traditionnel le jeudi. Tout le monde connaît maintenant le fonctionnement plus ou moins. C'est la visite d'une commune chaque jeudi avec un programme qu'on construit avec le maire. Donc aujourd'hui à Charbonnières-les-Bains, on a eu l'occasion de voir beaucoup de choses encore. Peut-être que Gérald, tu pourras revenir dessus. Et pour commencer, pour ne pas être plus long, juste pour donner les règles de fonctionnement s'il y a des personnes qui passent pour la première fois. Donc on est dans le cadre d'un outil de visioconférence. Vous pouvez intervenir, soit vous pouvez prendre la parole comme ça, mais c'est quand même mieux, si possible, de faire un signe, soit par le petit chat là qui est en bas à droite, où vous pouvez écrire un mot, par exemple, si vous souhaitez intervenir, ou soit vous avez la possibilité de lever la main virtuellement, si vous trouvez le bouton, ou sinon tout à l'heure on vous donnera la parole et vous aurez juste à activer votre micro. Mais voilà, pour ne pas être plus long, je propose de passer la parole à Gérald, qui pourrait peut-être commencer par se présenter et puis présenter la commune de Charbonnières-les-Bains. Merci Thomas. Oui, effectivement, je trouve très intéressant d'organiser cette visioconférence, surtout dans la situation actuelle. Bon, je pense qu'il n'y a pas que des Charbonnois qui sont connectés, semble-t-il. Parce que s'il y a beaucoup de Charbonnois, je pense que présenter la commune va être un peu inutile. En tout cas, cet après-midi, j'ai souhaité que Thomas vienne visiter, bien sûr, puisque c'est une de ses délégations dans le cadre de ses fonctions à l'Assemblée nationale, le campus du numérique, où nous avons été accueillis par la vice-présidente Juliette Jarry, où on a pu rencontrer au niveau du Fab Lab, c'est-à-dire du laboratoire où des entreprises vont pouvoir venir chercher l'expertise qu'il leur manque pour implémenter des solutions numériques dans leur entreprise et justement être en capacité, dans les années qui viennent, à surfer sur la vague numérique qui les attend. Ça a été très intéressant. On est allé aussi dans le centre-ville voir les différentes réalisations du mandat précédent et celles qui sont en cours. On est allé bien sûr à la Maison des Arts, on est allé également aux halles lyonnais, des halles de l'Ouest lyonnais, où nous avons pu rencontrer et demander aux commerçants comment ils vivaient ce lancement dans une période un petit peu contrainte. Bon, ils ont l'air d'être contents, même s'ils ne sont pas au niveau d'affaires qu'ils auraient pu escompter s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire qui, comme pour Philippe Gauvreau,
au bout de 8 jours, s'est trouvé dans l'obligation administrative de fermer son restaurant, qui avait fort bien démarré en l'espace de 8 jours. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Nous sommes dans une période compliquée, et cette visioconférence a pour but, puisque nous avons le député de notre circonscription qui est là, de pouvoir évoquer des problèmes de tout ordre, aussi bien au niveau international qu'européen, qu'au niveau français et éventuellement métropolitain, puisque je peux dire que tous les lundis, Thomas a rendez-vous, il nous le précisait tout à l'heure, avec le préfet, et que donc il est demandeur de tout problème qui pourrait l'aider à poser le problème auprès des instances de l'État. Voilà, je pense qu'on peut peut-être commencer. Bien sûr, maintenant. on peut commencer, mais en tout cas, je dois dire que j'ai été très satisfait de l'accueil qui m'a été réservé, et j'ai découvert une commune de Charbonnières vraiment dynamique entre tous les projets qui sont menés. Charbonnières, c'est une ville d'histoire, mais c'est également cette ville tournée vers le futur, notamment avec le campus numérique, attentif à la culture. Tu n'as pas parlé du pôle jeunesse aussi, qui oui, le pôle enfant-jeunesse qui est en cours de démarrage. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir de telles communes dynamiques qui se projettent vers le futur. Alors je vois qu'on a pas mal été rejoints par d'autres personnes, donc on va pouvoir passer au moment d'échange. Et puis on a déjà échangé là avec certains élus qui étaient ici. Donc maintenant on peut échanger en complément. Donc vraiment exprimez-vous sur les sujets de votre choix, soit pour un témoignage, une remarque. Et l'intérêt de la présence d'un maire et d'un député, c'est qu'on tâchera de vous donner une réponse consolidée à la fois au niveau national et au niveau local, puisque souvent chaque type de problème peut avoir un traitement local et un traitement national. Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. La première intervention est toujours la plus dure. Qui a une question? Ou est-ce qu'il y a un chat? Alors, déjà lancerait. Alors je vois qu'effectivement des personnes nous disent bonsoir sur le chat. Alors si quelqu'un souhaite intervenir, vous pouvez activer votre micro tout simplement. Et poser votre question. Je vois que tout le monde nous dit bonsoir. Vous en allez déjà? Alors bonsoir. Plaisante. Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Donc ça peut concerner aussi bien la crise sanitaire qu'une question sur les institutions, sur la situation internationale, l'économie, bien sûr, l'éducation. Profitez-en, vous avez le maire, donc même s'il y a des questions d'ordre local, moi c'est toujours intéressant pour moi d'écouter ce qui se passe au niveau local. Ah, pardon, il y a une question dans la salle. Ici, alors très bien, donc on a une question dans la salle physiquement. Alors, allez-y, mais parlez bien fort. Ouais. Je voudrais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure, puisque nous avons été obligés d'interrompre par rapport justement à cette visio. C'est le financement de la dette. Oui. Alors, sur le financement de la dette, effectivement, j'avais déjà répondu en partie, et donc je vais compléter. La première réponse que je pourrais donner, c'est que des fois, il y a de la dette inutile, celle qui finance du fonctionnement, et il y a de la dette utile, celle qui est utilisée pour faire face à des dépenses exceptionnelles, et notamment des questions d'investissement. Là, clairement, sur 2020, les économistes nous ont dit que si on n'avait pas aidé massivement, par exemple, les entreprises, on aurait une situation économique pour le pays qui aurait été beaucoup plus coûteuse que celle de les aider temporairement pour passer la crise temporairement. Donc, cette dette, on va dire, issue de... Il y a beaucoup de notre dette dans notre pays qui n'est pas forcément légitime, parce qu'on n'a pas su réduire dans le passé les déficits, mais celle de 2020, en partie, elle est légitime. Effectivement, on a dépassé maintenant donc, les 100% de PIB en termes de dette. Il faut se poser la question, objectivement, de savoir si c'est beaucoup ou pas. Effectivement, c'est trop, mais ça ne représente, entre guillemets, une année de richesse nationale. Si on compare par rapport à un foyer qui gagne, par exemple, 50 000 euros par an, c'est comme s'il était endetté à hauteur de 50 000 euros. Ce n'est pas encore l'alerte rouge. Des pays comme le Japon, par exemple, sont endettés à hauteur de 200% du PIB. Pour autant, c'est quelque chose qui est trop important. Et des pays comme l'Allemagne, par exemple, montrent très bien que on peut être en capacité à la fois d'être un pays qui a des services publics de bonne qualité et de maîtriser, on va dire, ses dépenses publiques. Et donc, il y a
comme je le disais tout à l'heure, on était sur une trajectoire depuis 2017 de bonne réduction des déficits. On arrivait à descendre dans les 2% de réduction. Et donc, dès que il faudra s'atteler dans les prochaines années à retrouver cette vertu budgétaire. Et c'est quelque chose sans doute qui prendra un peu de temps. Et puis le point complémentaire, c'est qu'une partie de cette dette a été financée par l'Union européenne, qui va la rembourser sur la base notamment, peut-être on parlait d'une taxe carbone, qui pourrait financer une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour rembourser une partie de cette dette. Voilà. Donc voilà pour la réponse qui n'est pas totalement satisfaisante. Le seul point que je peux dire, c'est que cette dette n'a pas été inutile et que effectivement ça appellera encore davantage à de vertu budgétaire. Et le dernier point peut-être que je pourrais dire, c'est pourquoi être vertueux d'un point de vue budgétaire, puisqu'on a des moments exceptionnels dans la vie de la nation où justement on a besoin de s'endetter. Et donc quand on aborde une crise, c'est toujours mieux de l'aborder pas trop endetté que déjà avec un niveau de dette élevé. Je vois qu'il y a une question. Ah, pardon. Alors, Benoît qui pose une question. Je ne sais pas si Benoît souhaite nous la poser en audio, c'est toujours plus sympa. Mais je reviens d'un bureau de l'EHPAD Les Émeraudes. Oui. Je croise des personnes âgées, etc., qui commencent à être vaccinées. Ils ont des questions sur maintenant je suis vacciné, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des procédures de déconfinement pour eux? Comment on envisage les relations et l'ouverture des EHPAD? C'est l'EHPAD des Émeraudes à Avenuret d'ailleurs. Hein. Tout à fait. C'est ça, ouais. Moi, je pense qu'à travers les EHPAD, enfin des Émeraudes, tu veux poser le problème des EHPAD en général. Plus globalement, ouais. EHPAD en général et relations avec nos aînés. Je pense que la réponse, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, une grande partie des EHPAD ont pu vacciner totalement leurs résidents. Je crois qu'on était à plus de 80%. Et que c'était vraiment la priorité des dernières semaines. Et que maintenant, effectivement, on va rentrer dans une nouvelle phase où il va falloir qu'on se pose la question, on va dire, du desserrement des contraintes sur la base de l'avancée de ces vaccinations, et notamment dans les EHPAD. Et je crois notamment que ça... Alors, je n'ai pas pu malheureusement assister aux déclarations du Premier ministre, mais je crois notamment que ça devait faire partie des éléments peut-être qui étaient abordés ce soir. La seule chose que je peux dire, c'est que finalement, devant nous, il y a une période qui va être encore une période transitoire, où petit à petit, j'espère que les règles vont être levées. Et puis, à partir de l'été, la situation devrait être considérablement améliorée quand une bonne partie de la population sera vaccinée. Donc voilà, mais en tout cas, je n'ai pas encore la visibilité précise concernant la trajectoire concernant les EHPAD. Et peut-être que ça a été annoncé ce soir. Alors, je pense que ce qui serait bien, si je peux me permettre, Thomas, c'est que dans le cadre de ton prochain rendez-vous avec le préfet, oui, c'est de lui demander de voir avec l'ARS, au niveau des départements, commencer de donner les instructions, parce que moi j'ai pu voir que dans certains EHPAD, les directeurs eux-mêmes sont dans l'indécision, ils ne veulent pas prendre de décision sans avoir reçu les directives de l'ARS. Et donc il faudrait que l'ARS, effectivement, commence à expliquer comment ils voient l'amélioration de la vie sociale de ces personnes qui sont en EHPAD et qui ont vécu des périodes d'isolement, on peut dire. Oui, 2020 a été terrible en EHPAD et pas que sur le front sanitaire, effectivement sur le front de l'isolement. Mais je trouve que la question que tu abordes, elle est assez intéressante, c'est que en 2020, on nous a souvent reproché de dire vous prenez des mesures pour toutes les EHPAD, alors qu'il y a des EHPAD en milieu rural où il y a moins de densité, où il y a des parcs, il y a des espaces verts, etc. Et on voit bien que également, donc on essaie de donner, on va dire, plus de capacité aux directeurs de faire preuve de discernement en fonction de la situation des EHPAD. Mais finalement, il y a aussi des directeurs qui nous disent ça nous arrange bien quand vous prenez des décisions au niveau national, comme ça on n'a pas besoin de prendre la responsabilité de nous-mêmes décider de telle ou telle mesure. Et donc, je crois qu'il faut vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions au niveau national, mais elles doivent toujours se décliner territorialement avec une autorité qui prend aussi ses responsabilités, le maire pour une commune, le directeur d'un EHPAD pour un EHPAD. Et effectivement, je note bien d'aborder ce sujet lundi prochain, lors d'une prochaine réunion de suivi, alors que jusqu'à présent, on a été vraiment concentré sur la vaccination en tant que telle. Je crois qu'il y a une réelle demande. Attente des résidents. Je vois que Giuseppe souhaite intervenir. Non, je voulais faire simplement
un petit commentaire sur la question du budget. Et ce que vous avez dit semble assez rassurant, mais ce matin, j'ai entendu sur Internet le ministre des Finances anglais qui fait donner un cadre beaucoup plus préoccupant. Il disait que pendant beaucoup d'années, il faudra augmenter énormément les taxes pour arriver à combler ces déficits. Voilà. Je pense que les Anglais ne sont pas plus stupides que nous, donc peut-être ils parlent de façon plus ouverte à leur population. Alors en fait, deux éléments. Alors déjà, les Anglais, ils ne sont pas dans la zone euro, ce qui ne leur donne pas le volume nécessaire et la certaine solidité financière. Donc il y a déjà ce premier élément. Mais deuxième élément, si vous voulez que je sois très clair, on va dire sur les déficits publics, moi je pense qu'on a une période de réalisme budgétaire qui doit revenir dès que la crise sera terminée, qu'il faut qu'on dise effectivement qu'on a connu une période particulière où l'argent était facile, on a pu avoir beaucoup de mesures du chômage partiel, on a pu injecter de l'argent dans les entreprises, on a pu mettre de l'argent aussi beaucoup dans le système de santé avec le Ségur de la santé, et que dans les prochaines années, il faudra qu'on fasse preuve de responsabilité budgétaire, et notamment en visant, on va dire, pour moi un objectif raisonnable, ça serait de viser à la fin du prochain quinquennat, c'est-à-dire en 2027, de revenir à 3% de déficit du PIB. C'est une mesure en fait qui est à la fois ambitieuse, mais qui est supportable par, je pense, économiquement, parce que vous savez que en matière de dépenses publiques, on ne peut pas non plus trop serrer les vannes, puisque socialement, ça produit directement des effets qui mettent le pays en difficulté. Donc je pense qu'il faut avoir une trajectoire déterminée et faire le plus possible, mais aussi ce qui est supportable par le pays. Et donc je pense que l'objectif de 3% de déficit en 2027 est un objectif qui est atteignable. C'est un bel objectif. Et je rappelle que juste avant la crise en 2019, on était sur une bonne tendance, à la fois en termes de taux de chômage, de croissance, de déficit public, et que cette crise est venue finalement remettre en cause plusieurs années de vertu budgétaire. Mais voilà, ça sera un défi de plus pour les années qui arrivent. Alors, je vois qu'il y a des questions, pas mal de questions écrites. Donc, celle de Benoît, on l'a déjà traitée. Pierre, est-ce que Pierre souhaite parler de vaccination à l'oral, ou sinon on peut dresser Pierre? Je peux le faire à l'oral, oui, mais je vous ai transmis le fait que quand on téléphone actuellement au centre de vaccination, on a des disques automatiques qui disent qui peut s'inscrire, etc., etc. Sauf qu'on n'a jamais personne au bout du fil, et quand on est sur Internet, strictement, il n'y a rien de possible. Et donc, il n'y a même pas de... Alors, ma suggestion était de... Pourquoi il n'y a pas une liste d'attente? Parce qu'on ne va pas tous les jours passer sa journée à chercher un moment favorable. Donc, c'est sûrement un peu lourd à gérer, mais ça me semble une condition. Plutôt que dire aux gens, inscrivez-vous, sauf qu'on ne sait pas comment, c'est extrêmement méprisant, je trouve, pour les usagers. Voilà. J'avais transmis ça à l'ARS et je vous en avais fait copie parce que ça me paraît important que le député et éventuellement le préfet, je ne sais pas qui peut intervenir, mais les centres, je trouve, se comportent de manière bureaucratique et administrative, pas strictement administrative et méprisante pour l'usager. Et donc je demandais, on a bien eu votre demande, elle est bien à l'ordre du jour du prochain point. Et pour vous répondre, effectivement, sur le mois de mars, on va tout juste être en mesure de récupérer, on va dire, le passif de rendez-vous qui n'ont pas été traités en février. Et la vraie accélération en termes vaccinal, elle va intervenir en avril. On estime qu'en termes de stock de vaccins, on va être sur du x3, x4. Et donc, je pense qu'il faut dire à tout le monde, effectivement, parce que c'est agaçant de dire « je peux me vacciner » alors qu'en fait, personne ne répond. Je pense qu'il faut dire à tout le monde que l'oxygène arrive en avril et qu'on a encore quelques semaines, effectivement, où les livraisons de vaccins ne permettent pas de traiter ne serait-ce qu'une bonne partie de la demande. Voilà. Et alors, par contre, il y a effectivement soit le canal téléphonique, ou soit vous avez également sur santé.fr la possibilité de vous inscrire en ligne. Ça n'a pas marché non plus? Il y a des plateformes? Ça ne marche pas non plus, ouais. Ok, on confirme que ça ne marche pas. Non, ça, il faut au moins changer de disque. Tout le monde peut comprendre qu'on est tributaire des vaccins, qu'on ne les fabrique pas comme ça. Bon, derrière, il y a des réalités.
Mais le disque, je trouve extrêmement méprisant. Enfin, il est typique d'un fonctionnement administratif. Voilà. Je trouve que c'est dommage, c'est illustratif. Et il faut dire la vérité. Ce que vous venez de dire, c'est la vérité. Il faut le dire. Dire bon, mais on ne prétend pas, on ne dit pas aux gens de s'inscrire s'ils ne peuvent pas s'inscrire. Tout à fait, non, mais tout à fait d'accord avec vous. Pas brancher. Je m'entends là? Oui, on vous entend, Monsieur Dubois, c'est ça? Voilà, c'est pour dire que moi, justement, j'avais 75 ans le 24 janvier et j'ai, vers la mi-février, réussi le matin de bonne heure, en téléphonant, j'ai eu une opératrice qui m'a inscrit sur une liste d'attente et qui m'a demandé quel était le centre où je voulais me faire vacciner. J'ai répondu celui de l'Arbrel, j'avais le choix entre l'Arbrel et, je crois, Gerland. Gerland, oui. Donc moi, j'ai choisi l'Arbrel. Bon, mais effectivement, je n'ai pas de nouvelles depuis. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on m'a demandé mon numéro de téléphone et mon email. Mais bon, voilà, c'est tout. Je pense qu'en fait, la quasi-totalité des... Alors, le problème que je voulais évoquer, c'est que c'est le choix qui a été fait pour les plus de 75 ans. Les plus de 75 ans, à l'heure actuelle, ne sont vaccinés qu'avec Pfizer. Et donc, effectivement, ça impose de passer par un centre de vaccination à cause de la lourdeur logistique de l'administration du vaccin. Et effectivement, si ce qui a été dit sur AstraZeneca est remis en cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévention contre ce vaccin qui est aussi efficace et qui peut être administré même aux personnes qui ont plus de 50 ans, voire plus de 65 ans, comme on le dit maintenant. Bon, le problème est de savoir comment on organise. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que ce qui est compliqué dans le système français, à mon point de vue, c'est de communiquer à chaque personne en temps utile et rapidement où aller, etc. Parce que nous, on n'a pas d'informations. C'est compliqué, ça. Hein. C'est sûr. Donc, vacciner les résidents des EHPAD, c'était déjà compliqué, c'est sûr. Mais vacciner les personnes à risque ou de plus de 75 ans, par exemple, en les faisant communiquer, parce que le système Doctolib, moi je suis passé par Doctolib, ça fonctionne pas vraiment. Hein. C'est ça le problème. Et donc, moi je vois que le Doctolib, quand je passe, là j'ai eu des examens à l'ouest, là, Doctolib, ça fonctionne. Hein. Vous avez des rappels constants. Quand vous avez un rendez-vous, vous recevez un rappel sur votre ordinateur. Voilà, vous avez tel rendez-vous, etc., etc. Là, en fait, il faudrait que Doctolib mette le paquet aussi pour avoir les mêmes moyens, parce que là, en fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas d'information. Je ne suis pas sûr que les ARS maîtrisent la façon dont Doctolib fait fonctionner ce système. Pour donner quelques éléments, là, j'ai retrouvé des chiffres. Aujourd'hui, dans le département du Rhône, j'entends Rhône, Nouveau-Rhône plus Métropole, on a 69 000 personnes qui ont été vaccinées. Et en mars, on estime qu'on va en rajouter 55 000 de plus. Mais sur ces 55 000, il y en a 20 000 qui sont issus de la liste d'attente de février. D'où le fait qu'en mars, on n'a que 35 000 places supplémentaires. Et pour répondre à la question sur le mode de vaccination, en fait, quand on regarde les vaccinations de la grippe, des fois, chaque année, on vaccine 10-15 millions de personnes. On sait faire en réalité, mais je pense qu'il faut qu'on s'appuie davantage sur les médecins généralistes, les médecins de famille, chez qui on a l'habitude d'aller. Effectivement, ça n'a pas été possible avec le vaccin Pfizer, puisqu'il y avait des conditions de conservation de température qui nécessitaient des centres de vaccination. Avec les autres vaccins, et notamment AstraZeneca et d'autres qui vont arriver, il y a des conditions beaucoup comme des vaccins classiques. Et depuis la semaine dernière, les médecins généralistes ont la possibilité de commander aux pharmacies 10 doses par semaine. Malheureusement, dans le Rhône, je regardais les chiffres en début de semaine, seulement 1 sur 4 pour l'instant l'a fait, parce qu'on leur demande des contraintes peut-être encore un peu trop importantes. On leur dit faut que vous vacciniez parmi votre potentiel, ceux qui ont de cause de comorbidité, de tel âge, etc. Moi, la proposition que j'ai faite lundi à l'ARS et à la préfecture, c'est de dire on donne les doses aux vaccins, faites-leur confiance pour déterminer parmi leur patientèle qui sont les gens qui sont les plus pertinents pour avoir le vaccin. Et si sur les 10, ils en vaccinent 3, même,
qui n'ont pas de cause de comorbidité, ce n'est pas catastrophique. Ce qui compte, c'est que cette vaccination se déploie. Et donc, j'espère que cette parole sera entendue pour qu'on puisse... parce que je pense que la vaccination massive, elle passera par les médecins généralistes. Ce que vous pouvez faire, en tout cas, chacun, c'est vous rapprocher de votre médecin généraliste, lui demander s'il a commandé ses doses à sa pharmacie de référence. S'il ne l'a pas fait, lui dire ça serait bien d'en commander, vous avez un premier candidat. Et ensuite, la vaccination pourra se déployer plus facilement. Mais je rappelle que malgré tout, la contrainte, c'est quand même le nombre de vaccins qui sont disponibles au niveau national. Alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu le privilège d'avoir une opératrice et qu'apparemment, c'est impossible maintenant. Effectivement, il y a beaucoup plus de demandes que de... Voilà. Alors, j'en profite pour prendre une autre... Alors, il y a eu beaucoup de questions à l'écrit. Je vais essayer de toutes les prendre. Alors, donc, on vient de prendre Pierre Brissel. Ensuite, il y a Olivier Filiatre. La reprise d'activité, on en a un peu parlé. Il y a un premier jalon dans 3-4 semaines sur un desserrement, on va dire, des contraintes. Et moi, je pense maintenant, raisonnablement, il faut dire fin d'été, septembre, la rentrée 2021 doit se passer dans des bonnes conditions. Je rappelle qu'il y a une piste que ce Covid, il revienne de manière saisonnière, mais on devrait être préparé, comme pour la grippe, on devrait avoir les vaccins. Alors, une question locale pour changer un petit peu. La boîte à livres de Charbonnières est condamnée alors que celles des villages voisins sont en fonction. Est-ce que ce ne serait pas envisageable de la remettre en fonction, cette fameuse boîte à livres ? Bon, je vais répondre rapidement. On va l'envisager. Je vais regarder ce qui manque parce que je sais que cette boîte à livres a un problème de fermeture et qu'on doit refaire la serrure, semble-t-il. Donc c'était une question de Jacques. Jacques c'est Jacques comment ? Jacques Romestan. Ah bah voilà, Jacques. Oui, en plus, bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci. Oui, effectivement, je suis grand utilisateur de cette boîte à livres. J'en même beaucoup de livres, j'en prends quelques-uns. Et dès que ce sera possible, j'irai l'utiliser à nouveau. D'accord, merci. Je regarderai ça. Donc c'est une boîte où chacun peut mettre des livres et venir en chercher. Oui. Sur la place, le square Verdun. Le square de Verdun, devant la gare. Donc je regarde s'il y a des livres encore. Je vous en amènerai si besoin. D'accord, merci. On se tient au courant. Merci bien. Merci Jacques. Alors ensuite, si je prends un peu la... Il n'y avait pas une autre question. La suite aussi, il y en a. Alors il y avait la boîte à livres, donc on vient de traiter. Ensuite, donc de Julien, je ne sais pas si Julien veut s'exprimer en audio. Ce serait plus sympa. Pour le télétravail. Concernant le télétravail. Donc, si Julien... Oui, je peux le faire. Bonsoir, monsieur le député, bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question concernant globalement les demandes qui sont faites régulièrement par le gouvernement. Alors, je prends un peu plus de hauteur. Donc, ça concerne le télétravail, ça concerne également la vaccination. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des demandes, des propositions, mais assez peu de coercition. Et en fait, je me rends compte, moi, dans mon entourage, qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de télétravail, qui seraient en mesure de le faire. Bien sûr, il y a des postes où c'est pas possible. En ce qui concerne la vaccination, lorsqu'on sera sur un rythme de croisière plus élevé, dans quelle mesure on pourra rendre celle-ci obligatoire, alors que, par exemple, pour rentrer à l'école, nos enfants ont tout un ensemble de vaccins à présenter. Alors, je sais que Jean Castex, ce soir, a ouvert la porte sur les personnels soignants des EHPAD, notamment, pour la rendre obligatoire. Mais est-ce que cette mesure pourrait être étendue à l'ensemble du personnel ? Puisqu'en fait, comme on le sait tous, tant qu'on n'aura pas atteint un certain niveau d'immunité collective, la Covid risque de perdurer. Voilà. Et on a entendu le bébé qui a porté un témoignage également. Exactement. Salutations au bébé. Alors, il y avait deux questions, donc sur le télétravail et sur la vaccination et sur le caractère obligatoire des deux. Donc là, on peut un peu tous les deux répondre. Alors, on a à la fois des contraintes d'ordre juridique et je trouve qu'aussi c'est une manière dont on voit notre responsabilité individuelle, de savoir est-ce que on peut vivre dans qu'est-ce qu'on doit finalement obliger collectivement ou qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle. Sur le télétravail, franchement, le rendre obligatoire, je pense que ça conduirait l'État à devoir se lancer dans une nomenclature administrative extrêmement précise pour dire que tel travail est télétravaillable ou pas. Un peu comme à un moment donné, l'État a essayé de le faire quand il a défini les commerces non essentiels, où on s'est retrouvé à dire que le rayon livre devait être fermé, mais le rayon informatique à côté devait être ouvert. Mais alors, les casseroles, est-ce que c'est un produit élémentaire, etc. Donc je pense que
Moi, je ne crois pas trop à une société où, administrativement, on doit descendre dans un tel niveau de détail. Je pense qu'il faut fixer des grandes lignes directrices et ensuite faire confiance aux acteurs locaux et les accompagner pour développer... Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le député, mais l'idée aujourd'hui, c'est comment accompagner au mieux les entreprises. Alors, peut-être pas de la coercition, c'est peut-être un peu fort, et je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'entreprises qui quasiment officiellement disent voilà, le télétravail, c'est pas pour nous. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé chez Total sur la première vague de confinement, où concrètement, le télétravail a été au début très fortement repoussé par la direction pour ensuite, suite à la visite de l'inspection du travail, être fortement incité par la direction. Et voilà, vous avez donné la réponse finalement. C'est pas tellement une réglementation nationale, c'est les services de l'État qui ont pu, au travers d'une visite de terrain, échanger avec l'entreprise et effectivement recaler le sujet si l'entreprise était manifestement dans une mauvaise volonté. En tout cas, moi, en tant que parlementaire, je ne me sens pas fixer une coercition réglementaire, mais c'est aussi parce que peut-être je suis influencé par mon statut d'ancien chef d'entreprise et j'aurais très mal vécu en tant que chef d'entreprise qu'on vienne me dire qui peut télétravailler dans mon entreprise ou pas. Il y a aussi la consultation du personnel qui doit être prise en compte, des différents cas de figure. Donc voilà, en tout cas, peut-être qu'effectivement, il y a aujourd'hui des entreprises qui ne jouent pas le jeu, mais franchement, moi, je n'aurais pas parié fin 2019 qu'autant d'entreprises pouvaient faire du télétravail. Et je trouve que là-dessus, on a quand même eu des progrès en 2020 grâce à la mobilisation de tous. Et j'espère qu'on conservera de la crise cette capacité à du télétravail, pas pour en faire 5 jours sur 5, mais au moins pour dire que 1 ou 2 jours par semaine, on peut faire du télétravail. Je suis d'accord. Et concernant les vaccins, est-ce qu'il y aurait justement dans ce sens, là, pour le coup, on est sur une politique sanitaire. Est-ce que là, sur les vaccins, il y a quelque chose qui est possible ? Alors, sur la vaccination, on pourrait demander aussi à Gérald ce qu'il en pense. Le sujet de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid a été évoqué en début d'année. Les groupes politiques ont été consultés et très peu, je ne sais même plus, certains sont exprimés pour la vaccination obligatoire sur ce sujet-là, mais je ne sais pas d'ailleurs si certains pays le font. En tout cas, aujourd'hui, objectivement, si on veut être un peu pragmatique, il n'y a déjà pas assez de vaccins pour ceux qui veulent se faire vacciner. Donc, vaccinons déjà les 40-50% de Français, on va dire, qui veulent le faire de manière volontaire, en rappelant qu'effectivement, quand on se vaccine, on fait avant tout un geste pour les autres avant de faire un geste pour soi-même. Parce qu'effectivement, on participe à l'immunité collective en se protégeant soi-même. Comme quand on a un masque, on ne se protège pas tellement soi quand on a un masque. On protège surtout tous les postillons qu'on envoie. Donc, de manière pragmatique, la vaccination obligatoire, ça me gênerait moins de l'envisager. Mais de manière pragmatique, comme je sais que dans mon pays, pendant encore 3-4 mois, il n'y a déjà pas assez de vaccins pour ceux qui le souhaitent, je pense que c'est un sujet qu'on peut réaborder, on va dire, peut-être avant l'été, si on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un plafond de verre et qu'au-delà de 40-50%, il y a trop de Français qui hésitent à le faire. Mais d'ici là, faisons preuve de pédagogie. Je ne sais pas, Gérald, ce que tu en penses ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que dans le domaine de l'entreprise, les chefs d'entreprise ont une responsabilité sur ce point-là, mais qui est plus du domaine de l'information que de l'obligation, qui doit rester du domaine personnel. Cependant, il arrive un moment où, comme l'a exprimé Thomas, si jamais on arrivait à un niveau de vaccination insuffisant pour sortir de cet état de crise qui doit aller au-delà d'attitudes purement individuelles et, excusez-moi le terme, mais égoïstes, il me semble que je ne serais pas opposé à ce qu'il y ait une obligation de vaccin. Et sachant qu'une piste intermédiaire, c'est déjà de dire, vous faites ce que vous voulez pour les vaccins. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez peut-être ne pas accéder aux lieux de culture. C'est là où on pourrait mettre effectivement ce passeport sanitaire qui aurait toute sa justification pour inciter le plus grand nombre de la population à se faire vacciner, car il s'agit de l'avenir de notre pays sur ce point-là. Ça serait peut-être une solution intermédiaire qui en tout cas, c'est mon opinion. Alors, donc voilà, merci. Et par rapport à votre commentaire complémentaire, effectivement, pour la vaccination des soignants, la question se pose. Alors moi, Jean Castex ce soir a demandé aux soignants des EHPAD une vaccination obligatoire. Donc, ça a été annoncé. Franchement, ça a été annoncé ce soir. Oui. Je pense que la question se pose parce qu'encore tout à l'heure, j'étais avec une personne en permanence et effectivement, on arrive à vacciner tous les résidents des EHPAD. Les personnels sont quand même vecteurs de la Covid, donc
Voilà. Alors, l'environnement. Est-ce que Marlène souhaite intervenir en audio par rapport à son message? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Je vous remercie beaucoup d'organiser ce genre de visioconférence, je trouve ça vraiment bien, pour justement pouvoir poser les questions. En fait, moi, du coup, c'est un sujet peut-être moins prioritaire par rapport à l'actualité, mais qui m'intéresse particulièrement. Je voulais savoir par rapport à la protection de l'environnement au niveau de la commune, donc de Charbonnières, mais peut-être au niveau plus large, les projets qu'il y a sur la protection de l'environnement et peut-être en particulier sur la trame verte et bleue. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez suivi la campagne électorale des municipales. Oui, un petit peu. Un petit peu. Comme vous l'avez peut-être entendu, on a sur le plan de notre patrimoine naturel un programme qui s'appelle le plan Canopée et qui consiste à faire prendre conscience à la population qu'il faut que l'on préserve notre patrimoine vert, composé essentiellement d'arbres, dont 80% se situent dans le domaine privé, et qui recouvre quand même, quand on regarde la canopée, qui couvre 50% de notre commune. Donc c'est un élément essentiel de notre environnement. Donc il s'agit de le protéger. Pourquoi? Non seulement parce que c'est une thématique, je ne veux pas dire à la mode, mais d'actualité, à cause du changement climatique, mais surtout aussi parce qu'à travers le changement climatique, la commune va se trouver confrontée à un risque de disparition déjà pour simplement vieillissement de ce patrimoine vert, puisque si nous avons aujourd'hui un patrimoine vert aussi important au niveau de Charbonnières, c'est qu'il a été planté par nos anciens il y a un siècle, voire 150 ans. Donc on a une végétation qui arrive en fin de cycle de vie et dont certaines espèces ont une accélération de leur vieillissement avec la canicule. Donc il faut qu'on arrive, nous, d'une part, à replanter des arbres dans le domaine public, parce qu'on ne peut pas le faire dans le domaine privé, et veiller aussi et faire prendre conscience, parce que je suis toujours étonné quand il y a un arbre qui est abattu dans la commune. On abat un arbre, si on l'abat, ce n'est pas par plaisir, comme certains se plaisent à le dire, c'est qu'on a besoin de sécuriser là où il se trouve. Donc il faut qu'on l'abatte. Il est malade et il représente un danger. Ou il représente une nécessité d'abattage parce qu'à Charbonnières, et ce n'est pas la raison essentielle, mais à Charbonnières, on a peu de terrain. Et quand on veut faire, par exemple, le pôle enfance-jeunesse, qui est en cours de construction, il nous a fallu malheureusement abattre une dizaine d'arbres. Mais on va en replanter, je crois, 22 ou 23. Donc il faut bien comprendre cette logique. La commune doit s'adapter, on doit veiller à la préservation de ce patrimoine vert parce que les Charbonnois y sont attachés et nous y sommes attachés en tant qu'élus. Et il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'ils commencent à s'intéresser à leur propre patrimoine sur leur propre propriété. Et ça, c'est important et c'est un problème qui est généralisé au niveau de la métropole aussi. Et on ne savait pas que vous alliez poser la question, mais aujourd'hui, on a parlé 3 fois des arbres, sans savoir que vous alliez poser la question. Quand on était sur le campus du numérique, on a dit la canopée. Ensuite, tu m'as parlé des espaces boisés classés quand on a fait le tour de la commune. C'est vrai. Et ensuite, tu m'as parlé, quand on était à la Maison des Arts, j'ai planté 15 arbres. C'est vrai. C'est la première fois que je vois un maire qui connaît le nombre d'arbres qu'il a plantés, ce qui montre que tu as une préoccupation particulière en la matière. Oui, parce que c'est vrai qu'on est souvent interpellé, ce qui m'interpelle toujours, excusez-moi de la redondance, mais de voir parfois les diatribes qu'il y a pour 1 ou 2 arbres qui sont malheureusement coupés pour des raisons diverses et variées que je viens d'exposer. Et à côté, il y a des dizaines d'arbres qui sont en train de mourir dans les propriétés privées. Rappelez-vous qu'il y a 100 ans, 150 ans, quand un Lyonnais réussissait, il avait à cœur de planter des espèces rares en plus, que nous avons encore, dans son jardin. C'était une espèce de mode. Donc, il faut qu'on adapte ce patrimoine vert, il faut qu'on le protège, qu'on le renouvelle, et que, vous le voyez, il y a eu des articles dernièrement dans la presse où cette même préoccupation est récurrente aussi au niveau du domaine dans la métropole. Où il y a de nombreuses plantations d'arbres qui sont prévues. Nous, on s'est fixé une somme. Si on peut faire moins cher, on fera moins cher. Mais on s'est dit, sur le mandat,
on pourrait envisager de planter à peu près 300 arbres. À 1 000 €, c'est-à-dire des arbres de haute tige, à peu près 1 000 €. Je vois ce que nous ont coûté, par exemple, les arbres qu'on a plantés autour et sur le parking de la Maison des Arts. C'est à peu près ce qu'il faut compter entre l'acquisition de l'arbre, son transport et sa plantation. 1 000 €. Voilà. Je pense que si on globalise ce petit marché, qui est le marché d'une commune de 5 200 habitants et de 414 hectares, ça doit être suffisant pour amorcer ce renouvellement de notre patrimoine naturel. Donc, voilà ce qu'on a prévu pour vous répondre au niveau environnement de manière très concrète. Et du coup, vous parliez aussi c'était 80% ou je ne sais plus, 50% qui étaient dans des terrains privés. Du coup, vous avez prévu de sensibiliser oui, on va lancer, je pense, là, sous 1 an. On est en train de préparer ça. On regarde avec la métropole comment ils abordent la problématique, parce que c'est la même chose aussi au niveau de la métropole, d'une manière générale, pour... je veux dire, essayer d'inciter les gens, effectivement, à renouveler les arbres qui sont sur leur terrain et qui risquent de dépérir. Donc, ça veut dire que nous, dans 100 ans, si on ne fait rien dans le domaine privé, on risque de léguer un désastre sur le plan patrimoine naturel. Et le vrai problème est là pour Charbonnières. Bien sûr, on va essayer ces 300 arbres de replanter. Quand on a fait l'avenue Général de Gaulle, on a eu beaucoup de remarques sur vous n'avez pas planté d'arbres. Le problème qui se pose dans tous les centres-villes et dans toutes les communes d'une manière générale, c'est qu'il faut avoir une connaissance parfaite des sous-sols. Car il faut que les arbres puissent arriver à maturité. Et c'est vrai qu'on avait quelques arbres, des magnolias qui étaient à hauteur de la place des Platanes, donc la place avant, vers la maison des associations, qui avaient atteint un certain diamètre, mais qui étaient loin d'être ce qu'ils auraient pu être ailleurs. Et c'est la problématique de toute cette avenue Général de Gaulle, où sous les trottoirs, on a beaucoup de réseaux. Voilà, alors, je ne sais pas si Marlène... Voilà. Okay, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous vouliez peut-être poser le problème d'une manière plus large. Après, comme ça, je vois un peu la priorité. C'est vrai que je ne connais encore pas bien... de Charbonnières, mais je sais que pour m'intéresser particulièrement à la trame verte et bleue, il y a pas mal de choses, comme on a pas mal de milieux de forêt autour de Charbonnières, au niveau des continuités écologiques qui peuvent être faites. Après, ça sera peut-être une réflexion complémentaire à avoir et plus large avec d'autres communes aussi. Tout à fait. Alors, on a des plans de gestion communs, je vous rappelle, avec le Vallon de Serre, le plateau de Méginan, qui sont très protégés. Le Vallon de Serre, c'est tout ce qu'il y a entre Charbonnières et Écully, tout ce vallon. C'est même un cran au-dessus et plus évolué que les espaces boisés classés qui sont inscrits au PLU. Je vous rappelle que Charbonnières a 1/3 de sa superficie qui est en espace protégé. Donc ça, c'est une garantie. On est en train aussi de basculer en gestion les parcelles boisées dont la commune est propriétaire pour avoir une gestion rationnelle de ces espaces et qui, là, vont rajouter aussi, parce que passer la gestion à l'ONF, c'est une garantie encore supérieure. Alors, malheureusement, c'est une vingtaine d'hectares sur 414 que fait la commune, mais c'est une protection encore plus élevée que l'espace boisé qui, au cours d'une révision de PLU, comme on vient de la connaître, peut éventuellement connaître une évolution. Mais ce n'est pas le sens de l'histoire, d'autant plus avec l'exécutif que nous avons aujourd'hui au niveau de la métropole. C'est même une certitude que ça peut se renforcer sur ce plan-là. Donc ce qui fait la force de notre commune doit être pérennisé pour le futur. Bon, voilà. On n'a jamais autant parlé de forêt, c'est bien. Et d'ailleurs, je crois que Sylvie va vous coller un... Je peux rajouter un détail. Oui, allez-y. Oui, parce qu'il y a l'exemple, il y a effectivement un exemple tout près de l'endroit où j'habite, qui est le bois du Gravillon. Oui. Qui se trouve en bordure en allant vers le lycée. Ce bois est un vieux bois, très intéressant. Bon, je suis en train de me battre dans la copropriété pour faire replanter des arbres.
on a réussi pour la première fois, je suis là depuis 10 ans, à replanter un hêtre, puisqu'on a des hêtres en bordure de notre parking. Ces hêtres, dans 50 ans, il faudra les abattre. Donc je viens de faire replanter un hêtre de haute tige aussi, qui va pousser. Et donc, effectivement, il va falloir intervenir sur les propriétés privées. Mais nous, on a la particularité, c'est qu'on a un petit morceau de notre bois, de la copropriété, qui est riverain du bois de la commune. Ok. Et donc là, c'est possible. Hein. Il y a tout ce secteur à l'entrée de Charbonnières, il y a un potentiel là, y compris à l'heure actuelle, très intéressant au point de vue de l'âge de ces bois, qui sont des bois anciens, qui ont avec un patrimoine intéressant en termes d'insectes, de pivers, de biodiversité. Ce sont des vieux bois. Donc en fait, il faut effectivement, ce thème n'est pas secondaire. Ok. C'est ça que je voulais dire. Il est vital. Ok. Et je soutiens totalement le point de vue de Gérald Desmar là-dessus. Ok, et je vois que Jean-Jacques, tu portes bien ton nom de famille en tout cas. Jean-Jacques Dubois, oui. Dubois. Alors, je continue. Après cette boutade, il y a Jean-Pierre qui posait une question sur l'avion du futur. Je ne sais pas si Jean-Pierre va en parler. L'avion de combat du futur. Sinon, je peux lui répondre, puisqu'effectivement, il me parle de mes relations avec Florence Parly, ministre des Armées. Il se trouve que j'ai passé la matinée avec elle et d'ailleurs, la question du SCAF, du système de combat aérien du futur, a été abordée. Donc vous savez qu'en France, depuis 40 ans, on a beaucoup investi sur l'avion de combat du futur, avec notamment Dassault qui a produit le Mirage, qui maintenant produit le Rafale, et qui est un avion très bon, qui a peiné à s'exporter pendant un certain temps, mais qui enfin s'exporte. La Grèce en a acheté, l'Inde en a acheté, pour citer 2 clients récents. Et j'ai eu le plaisir de voir tout à l'heure qu'à Charbonnières, Dassault fait partie des entreprises qui sont associées. Qui sont sur le campus. Et donc cet investissement dans la défense profite au territoire également. Alors c'est pas Dassault Aviation, c'est Dassault Systèmes, mais c'est le même groupe, le même actionnaire. Mais c'est finalement la dualité du. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est développé pour l'aviation militaire sert pour l'aviation civile et inversement. Alors, pour construire l'avion du futur, l'avion de 4e génération, c'est des sommes qui sont importantes, puisqu'il faudra des avions qui seront furtifs, il faudra des avions connectés qui iront plus rapidement. Et c'est un vrai enjeu de souveraineté technologique, puisque le jour où on n'a plus l'avion qui est au meilleur niveau, on ne peut plus intervenir où on veut, on ne peut plus passer les lignes de défense aérienne. Enfin, je vais essayer de faire court, parce que je pourrais vous en parler pendant toute la nuit. Et simplement, on a un projet à l'échelle européenne qui s'appelle le SCAF, donc le système de combat aérien du futur, qui est copiloté avec les Allemands. Et effectivement, avec les Allemands, j'échange régulièrement avec des députés allemands. C'est pas hyper facile de s'entendre avec eux, puisque ils en veulent surtout, ils en veulent beaucoup, sans doute. Et notamment sur la question de l'aviation, la France est en avance et ils voudraient faire un avion commun avec nous, mais qu'on leur donne l'ensemble des brevets de toute la recherche héritée de 40 ans de recherche aéronautique française. Et donc il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet-là, notamment entre Airbus et Dassault. Airbus qui en plus cette faculté d'être déjà à l'échelle européenne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un portage politique sur ce sujet extrêmement fort entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, qui ont très bien compris qu'ils pourraient chacun faire leurs petits avions de leur côté, mais que si on voulait un avion qui reste dans la course, il fallait qu'on le fasse à l'échelle européenne. Et donc j'ai bon espoir que ce projet aboutisse rapidement, avant l'été. Et je dis avant l'été, puisque en septembre, ce sont les élections allemandes, et que si on ne le fait pas avant l'été, on reprend encore un certain nombre de temps pour convaincre la future majorité qui sera à la fois l'exécutif et au Bundestag. Donc voilà, en tout cas, j'espère que c'est un sujet qui avance. Et il y a le pendant qui est également le char de combat du futur qu'on mène également avec les Allemands. Merci. Oui, effectivement, j'ai posé cette question parce que je sais que c'est très difficile déjà de négocier avec les Allemands. Chacun veut protéger son industrie nationale et qu'en plus, il y a un troisième partenaire qui est maintenant l'Espagne et qui veut une partie du gâteau pour son industrie. Donc, ça ne facilite pas les discussions. Mais on a quand même appris du passé, parce que dans le passé, quand on faisait un projet européen, directement, on mettait 10 États autour de la table. Notamment sur le projet A400M, et chaque État veut effectivement l'un fabriquer les roues, l'autre le fuselage, l'autre le moteur, etc. Et ça finit par être parfois un peu sous-optimal. Le projet de système de combat aérien du futur, il est basé sur le binôme franco-allemand, et il va s'élargir progressivement aux autres, mais en ayant bien en tête que si on veut faire les choses ensemble,
il faut qu'on accepte des contreparties, que tous les États ne pourront pas fabriquer toutes les parties de l'avion. Et c'est comme ça qu'on gagnera aussi en compétitivité, puisqu'on a des redoutables concurrents sur ce marché-là, et notamment le F-35 américain. Il faut qu'on dise aussi à tous les Européens qu'il faudra qu'ils achètent européens en matière d'achat militaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Absolument. En tout cas, merci d'avoir posé cette question qui est un peu éloignée de Charbonnières, mais qui assure quand même notre souveraineté. D'autant plus qu'on a à Montverdun, pas loin d'ici, pas mal d'aviateurs. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'une visite du campus du numérique est prévue pour les habitants de Charbonnières? Pose Jacques. Écoutez, je pense que pour l'instant, ça ne va pas être d'actualité. Non pas qu'il y ait un refus, mais c'est la crise sanitaire qui rend ça plus difficile. L'inauguration officielle n'a pas encore eu lieu, du moins pour la phase 1, que vous connaissez, qui est terminée. Aujourd'hui, nous avons pu y aller, mais ça n'a pas été sans quelques négociations au niveau du cabinet du président de la région pour obtenir cette visite pour Thomas Gassillou, qui en plus à l'Assemblée est en charge du numérique, et donc il avait à cœur de venir voir ce qui s'était installé et se prépare pour les entreprises ici au niveau de Charbonnières. Donc bien évidemment que je ne manquerai pas de proposer, quand on aura passé le handicap de la crise sanitaire, peut-être une journée porte ouverte, parce que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe. C'est préparer les entreprises et les armées pour arriver à surfer et ne pas manquer la vague du numérique, qui est un vecteur de croissance et de, de compétitivité. Je cherchais le terme. Donc oui, on le fera bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, bon, Agnès nous dit que beaucoup de contaminations, effectivement, ont lieu à l'hôpital. Effectivement, malgré toutes les protections qui existent, ça peut effectivement exister. Je ne sais pas si Agnès souhaite intervenir en complément. Sinon, je prends la question suivante de Séverine, qui nous dit « Je souhaite poser une question concernant les cinémas et restaurants ». Alors, je ne sais pas si Séverine peut activer son micro. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, les restaurants sont toujours fermés, ainsi que les cinémas. Le restaurant, on sait bien qu'il y a toute une économie qui tourne autour du restaurant en amont, que ce soit les exploitants, les industriels. Donc là, c'est endormi actuellement. Et surtout, les cinémas dans les petites communes, les restaurants dans les petites communes comme nous, c'est un cœur de vie. Et là, actuellement, dans nos communes, ça manque. Il y a toujours surtout avec le printemps qui s'ouvre, il y a les terrasses qui sont fermées. Non seulement c'est triste, mais derrière, ça engendre des repas ou des fêtes clandestines, on va dire, où il n'y a sûrement pas de protection. Alors que si, quelque part, il y avait une ouverture des restaurants avec des restrictions, des normes qui seraient adoptées, pourquoi pas demander aux restaurateurs d'être vaccinés, mais il y aurait justement une protection qui serait véritablement apportée à tout le monde, alors que dans tout ce qui se passe d'une façon clandestine, on ne contrôle pas, et on le sait qu'il peut se retrouver jusqu'à 10 ou 15 personnes, voire plus. Et là c'est des foyers de contamination qui sont énormes. Et je parlais des cinémas parce que c'est un peu la même chose. Si les cinémas étaient ouverts avec des règles qui étaient bien posées, on pourrait arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination, alors que, comme tout est fermé, il y a des séances vidéo ou je ne sais quoi, privées, ou pareil, où des personnes sont les uns sur les autres. Voilà, donc c'est un peu des clusters. Et est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée, vous êtes en train quand même d'essayer de voir comment pourrait se faire une ouverture des restaurants et de tous ces lieux publics, qui redonneraient un peu de vie, parce que les gens là sont aussi dans une déprime qui est assez difficile. Et avec toutes les protections, ça permettrait de remettre un peu de vie, d'espoir, et puis de faire redémarrer cette activité. Alors, merci pour la question. Alors déjà, les restaurateurs, pourquoi actuellement donc les restaurants sont fermés? Parce que on s'est aperçu, les études ont montré assez clairement que c'était un lieu très important de contamination. Pourquoi? Parce que c'est déjà un lieu de convivialité, les restaurants, où on se relâche un peu. Et surtout, vu qu'on doit manger, on est obligé d'enlever le masque. Et donc, même avec un protocole sanitaire qui était assez exigeant, les restaurateurs ont fait beaucoup d'efforts en 2020, ça restait, on va dire, un lieu de contamination extrêmement important.
Et c'est pour ça qu'ils sont fermés. Et il y a des aides extrêmement importantes en ce moment pour les restaurateurs pour leur aider à passer ce moment difficile. C'était le sujet de la réunion de jeudi dernier. J'étais à Chaponneau. Le maire m'a fait rencontrer tous les restaurateurs. Ils étaient tous là pour échanger à ce sujet-là et justement pour commencer à parler de la manière dont on pouvait alléger les contraintes. Donc j'ai commencé à faire remonter quelques idées et remarques que j'ai eues au gouvernement, notamment sur la phase transitoire. Et je dois vous dire que sur le Rhône, là j'ai été surtout mobilisé en ce début de semaine, et je ne sais pas d'ailleurs quelle annonce a été faite ce soir, c'est pour ça que je vous parle sans filtre, pour éviter déjà un nouveau confinement le week-end dans le Rhône, qui était une piste sérieusement étudiée en début de semaine. Je n'ai pas assisté à la conférence de presse, mais apparemment, je ne sais pas si j'ai dû faire partie modestement de ceux qui ont peut-être contribué à la décision, de dire voilà les mesures qu'on a déjà, le port du masque obligatoire, le couvre-feu à partir de 18h, me semble d'une nature suffisante. Ne rajoutons pas à nouveau un confinement le week-end, parce que les gens ont besoin à un moment donné de respirer un peu, de se retrouver. Mais la question des restaurateurs va arriver, à mon avis, à une échéance quelques semaines, avec soit une phase transitoire, ou en tout cas des modalités qui sont effectivement à étudier maintenant pour les rendre possibles dans quelques semaines. Surtout avec les terrasses qui vont commencer à s'ouvrir, on ne sera pas qui sont moins tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, on était au Hall. Au Hall, effectivement, il y a des personnes qui pourraient peut-être déjeuner à l'extérieur. Peut-être. C'est ce qu'ils font déjà. C'est ce qu'ils font déjà. Je pense que quand il y a beaucoup d'air, quand il y a beaucoup d'air, il n'y a pas de. Voilà, mais faut quand même tant qu'une bonne partie de la population n'est pas vaccinée, il faut quand même être prudent sur la réouverture. Voilà. En tout cas, merci pour la question. Il y a Pierre Bresset qui posait une question d'environnement. Je ne sais pas si Pierre souhaite prendre la parole. Non, c'est parce qu'on a parlé d'environnement. Je rebondis sur la voiture électrique parce que ça me paraît un peu suspect l'engouement subit sans débat sur la voiture électrique. Bon, j'en utilise une en ville, en citadine. J'ai le sentiment assez agréable de ne pas polluer, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de la fumée. Mais je ne suis pas dupe sur le fait que cette voiture, il y a des batteries, que je ne sais pas comment on va les recycler, il n'y a pas avec quoi on les fabrique. Et je suis un peu inquiet quand par exemple, ce matin, j'étais au garage, il y avait des publicités unilatérales. Bon, pour rien vous cacher, c'est une Citroën. Donc, il y avait des publicités sur tous les modèles Peugeot électriques, exclusivement les publicités sur l'électrique. Et je ne suis pas sûr que ça soit aussi vertueux au total et qu'on ne découvrira pas dans quelques années qu'on s'est engagé un petit peu rapidement en laissant croire aux gens qu'on va remplacer purement et simplement, terme à terme, des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Ce qui me paraît un peu simpliste. La question du transport de demain est sans doute plus complexe. Or, il n'y a pas de débat sur cette question. On a l'impression que la solution, on l'a trouvée, c'est l'électrique partout. Je suis un petit peu dubitatif. Sans parler de l'usage d'une voiture électrique en ville, ce sont des grosses voitures. Il faut alléger avec de l'aluminium, du coup. Enfin, c'est complexe. Et je trouve qu'on risque le simplisme un peu dans la matière. Voilà ma question. Je pense que concernant les véhicules électriques, alors je passe sur la question de la batterie, parce que sur les batteries, il y a énormément d'innovations technologiques qui vont permettre, avec 1 kg de batterie, de stocker de plus en plus d'énergie et de la recycler. Quand on regarde combien faisait... le chiffre qui est intéressant, je trouve, à étudier, c'est combien j'arrive à faire l'équivalent d'1 litre d'essence ou de pétrole. Il y a 30 ans, il fallait 200 kg de batterie. Après, il n'en fallait plus que 50. Après, il n'en fallait plus que 20. Et progressivement, dans 1 kg de batterie, on arrive à faire ce qui est à peu près l'équivalent d'1 kg de pétrole. Donc, il y a énormément d'innovation là-dessus. Et par contre, pour répondre à votre question, ce qui est fondamental quand on utilise un véhicule électrique, c'est comment a été produite l'électricité. Effectivement, si l'électricité a été produite avec une centrale au charbon ou une centrale au pétrole, on n'a rien gagné. On a juste déporté la pollution. Et notamment en Allemagne, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la réouverture des centrales au charbon. Quand on est en France et que 75% de l'électricité est d'origine nucléaire et donc décarbonée, là, pour le coup, dans la lutte contre le changement climatique, on est quand même un peu plus vertueux, même beaucoup plus vertueux, puisque l'énergie nucléaire, comme les ENR, c'est celles qui produisent le moins d'émissions carbone. Et donc, c'est quelque chose de positif. Après, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que véhicule électrique ou pas, la seule énergie non polluante est celle que l'on ne consomme pas. Et donc, le véhicule électrique est plus vertueux si l'énergie est décarbonée, mais reste quand même source d'émissions carbone et de pollution. Et donc, en
parallèle du véhicule électrique qui est mieux que le véhicule pétrole, il faut aussi réfléchir offre de transport collectif, mobilité sur le territoire. Et à Charbonnières, d'ailleurs, je pense que vous êtes particulièrement avancé. Je disais tout à l'heure, vous avez 3 ou 4 gares, vous avez des projets de navettes. Donc, il y a toute cette stratégie globale qu'il faut déployer. Mais vous avez tout à fait raison de dire que le véhicule électrique est à mieux, mais n'est pas du tout la panacée complète non plus. En tout cas, vous pouvez remarquer qu'il y a eu un certain nombre d'annonces de la part des constructeurs qui, pour certains, annoncent convertir leur gamme globale, et des constructeurs majeurs comme Mercedes, comme Volvo, à l'électrique. Il est certain que les certitudes qu'on avait sur l'électrique sont très vite contredites. On a à un moment présenté la solution alternative comme étant l'hydrogène, mais je vois dans les médias qu'on commence à montrer, certains prennent plaisir à démontrer que même l'hydrogène va polluer l'atmosphère. Donc je ne sais pas où la science va nous mener. En tout cas, il y a des tendances lourdes dans l'industrie qui sont en train de s'inscrire. Et je pense que vous faites, je pense, un acte de patriotisme avec votre voiture électrique. Je pense que c'est un peu comme la vaccination, il faut tous s'y mettre. Bien sûr, nous, on est un peu plus vertueux en France, compte tenu de la source de notre électricité, que l'Allemagne, comme le disait Thomas, qui a ouvert des centrales à charbon. Alors, Gérald me lance une pêche sur l'hydrogène. En ce moment, j'ai un rapport sur le nucléaire de 4e génération. Alors, je travaille pas mal sur ce sujet-là, mais quand même pour dire un mot pour que tout le monde comprenne bien sur l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie primaire qu'on trouve dans la nature, c'est juste une manière de stocker de l'énergie. Mais là encore, c'est comme la batterie. Tout dépend comment on a fabriqué cet hydrogène. Si on a fabriqué cet hydrogène avec du pétrole ou du gaz, on n'a rien gagné. Au contraire, ça coûte même plus cher parce qu'on a 25% de perte de rendement quand on fait l'hydrogène et on a un nouveau 50% de perte de rendement quand on l'utilise, quand on fait tourner le moteur. Donc c'est-à-dire que prendre 100 litres d'essence pour fabriquer de l'hydrogène, ça ne sert à rien. Autant consommer les 100 litres d'essence dans sa voiture, on fera beaucoup plus de kilomètres. Par contre, si cet hydrogène, maintenant, on peut le fabriquer de manière décarbonée, avec les énergies renouvelables, avec le nucléaire, là, ça change la donne. Mais à ce stade de notre connaissance technique, il est quand même préférable d'utiliser la batterie ou le câble, par exemple, concernant les trains. Il y a un taux de rendement qui est beaucoup plus intéressant. Parce qu'encore une fois, je rappelle que quand on fabrique de l'hydrogène, on perd la moitié de l'énergie, et quand on le reconsomme dans le moteur, on repère encore 50% du rendement. Donc, sur 100 d'énergie qu'on avait au début, on arrive à en restituer que 25 in fine. Concernant le pétrole, quand même, un petit point, parce que vous parlez de patriotisme. Aujourd'hui, la France, on dépense, je sais plus, je crois que c'est 50 ou 60 milliards d'euros vers les pétromonarchies parce qu'on achète du pétrole. Demain, si on est en mesure de produire notre énergie localement avec le nucléaire, la balance commerciale, elle va sacrément s'améliorer. Donc, c'est de l'argent, c'est des devises qui restent en France. Ça, je pense aussi, on doit le prendre en compte. Voilà, donc c'était pétrole, hydrogène. Et voilà. Et alors, il y a une dernière question qui fait le lien, c'est la mobilité. C'est Patrick. Je ne sais pas si Patrick veut poser sa question. Patrick Chanet. Oui. Ah, ça y est. Oui, je n'arrivais pas à activer mon micro. Merci de prendre ma question. Bon, on s'est vu cet après-midi. C'est en fait le mix de 2 questions que j'ai posées, puisque le problème, un des grands problèmes récurrents à Charbonnières, c'est les transports. Du fait de l'endroit où nous sommes placés, c'est-à-dire à côté d'une grande ville, donc c'est pas très simple. Et puis d'autre part, de la configuration des lieux qui sont pas simples non plus et qui empêchent d'avoir des grandes voies et puis des dessertes qui soient faciles. Un des problèmes qu'on a, par exemple, c'est le lien avec le nord, Écully, où on a une voie qui est fermée avec Écully et qui pose de gros problèmes depuis plusieurs années. Ça ne se règle pas. Et là, si on faisait le bilan carbone de cette fermeture, il y en a qui sont amusés à le faire, ça coûte extrêmement cher parce que tous les jours, il y a des centaines de véhicules qui font 7 ou 8 kilomètres de plus parce qu'il y a simplement une voie qui est fermée. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va évoluer dans l'avenir pour essayer de mieux se déplacer. Qu'est-ce qui est prévu
qu'est-ce qu'on peut imaginer côté Citral et côté département et côté région pour faire un mix de déplacement, enfin de transport qui soit cohérent et simple d'utilisation, parce qu'effectivement, des transports, il y en a. On a une gare, mais elle n'est pas forcément très bien reliée au bus. On a des bus, mais qui vont tous à un seul endroit du métro, enfin, etc., etc. On a des cars, mais qui se relient mal avec les bus. Et puis, on a aussi des tarifs qui sont tous un peu différents. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un genre de carte orange comme à Paris? Et puis aussi des choses, des grands projets qui, avec les dernières élections, ont pas mal bougé. C'est les Verts qui nous ont annoncé que le métro E n'était plus d'actualité, qui pondent un téléphérique. Là, ça va, ça passe chez les copains, ça passe pas chez nous. Mais enfin bon, il y a plein de choses qui se passent en ce moment à ce niveau-là. Mais en fait, nous, on voit pas grand-chose arriver. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'abord que c'est un problème très compliqué, d'autant plus compliqué maintenant avec le changement de majorité au niveau de la métropole. Il est évident qu'il y avait la volonté déjà de mieux gérer les flux automobiles. C'était déjà une chose avec le contournement ouest de la métropole. Il y avait la volonté aussi d'apporter des moyens de transport de masse avec un métro. Bon, pour l'instant, on n'a pas un niet. On a simplement le fait que le président de la métropole, Bruno Bernouard, veut relancer le débat public, qui a déjà eu lieu et qui a, à mon sens, tranché. Ceci étant dit, quand on regarde, même avant les échéances électorales, les besoins qui étaient exprimés, que vous soyez à l'est, à l'ouest, comme nous, au sud ou au nord, il y a des besoins de mobilité de partout dans la métropole. Et donc, la problématique à laquelle sont confrontées les collectivités, et là, en l'occurrence, la métropole, pour ce qui concerne le Citral, qui concerne le tramway, qui concerne les bus et le métro, et la région, pour tout ce qui est tram-train, comme celui que nous avons, c'est de la compétence de la région, c'est des milliards qu'il faut effectivement investir. Moi, j'aurais été partisan, mais bon, c'est plus dans l'air du temps, qu'il y ait un très gros emprunt obligataire sur une durée très longue avec les taux que nous avons pour essayer de résoudre, non pas la globalité, parce que même avec des emprunts obligataires sur des durées très longues, on passait des seuils d'investissement, enfin d'endettement peu appropriés au maintien de ratios raisonnables sur le plan budgétaire. Mais le besoin est énorme. Et il faut commencer par petits bouts. C'est-à-dire que, comme on n'a pas résolu dans les décennies passées de manière forte ces problèmes de transport, on se retrouve avec énormément de besoins et donc des arbitrages qui sont obligés d'être faits, puisque vous avez une métropole avec les investissements d'1,5 milliard prévus au niveau du Citral, qui nous amènent déjà à la limite de l'endettement. Vous avez lu dans la presse et vous avez vu le niveau d'endettement de la métropole, on est dans le rouge, c'est-à-dire que une collectivité qui est en capacité de rembourser son prêt en une dizaine d'années, elle est en position dangereuse. Et nous allons y être avec cette capacité d'endettement. Après, bien sûr, pour les équipes futures ou pour les prochains mandats, qu'est-ce qui se restera? Le levier, effectivement, de la fiscalité. Mais je ne suis pas sûr que dans 10 ans, quand vous voyez ce qui nous est proposé, finalement, l'investissement de masse, c'est le télécabine. Et je viens d'apprendre cet après-midi que sur les 3 communes qui vont être traversées par le télécabine, 2 s'y sont opposées. Une s'est rajoutée, c'est la Mulatière. Il reste donc plus que Francheville qui est favorable à ce télécabine, qui est si vous voulez, qui ne va pas résoudre les problèmes de l'Ouest lyonnais. Il nous faut activer, et on milite pour ça à Charbonnières, en particulier pour activer un deuxième tram-train sur la ligne Saint-Paul-Lausanne, qui est la ligne qui passe, pour ceux qui connaissent cette gare, à la gare des Flachères, et qui permettrait de résoudre 3 problèmes. Déjà, de nous rendre la vie un peu plus facile en termes de transport, puisqu'on a déjà une gare, un quai qui est aménagé, de résoudre le problème d'accès pour les gens qui viennent soit de la gare TGV faire un stage ou une formation au campus,
soit aux étudiants d'avoir une grande fluidité pour accéder et aller passer, quand la vie redeviendra normale, à la ville de Lyon pour passer une soirée au restaurant ou avec des copains. Donc on a des moyens, nous, on a peut-être cette chance que pour nous, le métro E n'aurait pas forcément résolu notre problématique parce qu'un peu plus lointain. Mais j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une variante qui permettrait de ramener la station d'Alaï plus proche de Tassin vers le bas de la route de Paris. Je le dis, je l'ai entendu, je n'en suis pas certain. Mais on n'aura pas résolu la problématique des voitures. C'est bien évident qu'ils restent là parce que beaucoup de gens qui viennent dans la métropole les matins habitent dans les communes qui sont au-delà de la métropole. Donc il y a le problème au-delà aussi des moyens de transport, de stationnement des véhicules qu'il faut arrêter. Alors certains disent le plus tôt possible, c'est-à-dire avant même qu'ils ne rentrent dans la périphérie de la métropole, mais on n'a pas suffisamment de parcs relais. Où ils ont, pour ceux qui existent, des capacités qui sont déjà totalement saturées. Tout à fait. Donc les problèmes sont énormes, c'est vrai, et il va bien falloir, et là on a un problème effectivement au niveau de ce choix d'investissement de moyens de masse avec le métro E, parce qu'il y a une concurrence avec l'Est qui veut des prolongations de métro, et que le nouvel exécutif raisonne en disant on veut regarder celui qui est le plus productif en termes de nombre de passagers transportés. Alors si on regarde ce qu'ils veulent faire avec un télécabine, je crois qu'on est à 10 à 15 000 passagers par jour, alors qu'un métro, c'est 40, 60 000, voire 80 000. Et je crois que le débit prévu pour là où il devait arriver, c'est-à-dire l'étoile d'Alaï, on était aux alentours de 70 80 000 passagers jour. Donc c'est un autre moyen de transport plus adapté aux problématiques que l'on a à résoudre dans notre ouest lyonnais. Voilà, et puis peut-être en complément dire qu'en 2019, on a voté la loi d'orientation sur les mobilités qui prescrit maintenant un citral à l'échelle de l'ensemble du Rhône métropole plus Rhône rural. Et donc pour une commune comme Charbonnières, qui est très à l'ouest de la métropole et qui a peut-être des problématiques de transport aussi avec les communes voisines dans le Nouveau-Rhône, ça permettra d'avoir une cohérence à la fois sur l'offre de transport et sur la tarification, sachant que cet établissement public va se mettre en place donc cette année 2021 pour une mise en œuvre effective tout début 2022. Oui, et je crois qu'il est prévu, et ça nous l'aurons, ça facilitera et ça lèvera des blocages, des ruptures, comme l'on dit, c'est le billet unique. Oui. Qu'on devrait avoir, non pas en 2021, mais en 2022, je crois. Et c'est une promesse qui a été réitérée, puisqu'elle avait été faite par l'exécutif précédent, par Bruno Bernard. Monsieur le député, simplement, juste pour ceux qui étaient là cet après-midi, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, est-ce que vous pourriez juste dire un petit mot sur l'extension de la ligne de tram-train après Saint-Bel, le projet dont... Oui, alors on peut bien sûr... Tout à fait. Création d'une gare sur Brucieux, la Giraudière. Alors effectivement, on avait le train historiquement qui allait jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière, après l'Arbrel, en passant par la Giraudière. Récemment, on avait le trafic de fret qui montait jusqu'aux carrières de La Patte. Donc c'était pour l'extraction de roches, de cailloux. Et cette ligne de fret ferroviaire est désormais arrêtée. Et non, elle n'est pas arrêtée. Oui, enfin, son exploitation, on va dire, est suspendue. Non, là, il y a 15 jours, il y avait un train qui chargeait à La Patte. Oui. C'est passé devant. Alors, théoriquement, alors, il y a un truc qui est surprenant. C'est très, très exceptionnel. Alors, mais bon, il y avait déjà, je crois, de mémoire, c'était 1 ou 2 trains par jour qui restaient ces 10 dernières années. Et donc, moi, le projet que je porte, mais c'est une compétence de la région, donc je le porte entre l'État et la région, c'est d'être en mesure que ce train aille un peu plus loin que Saint-Bel, c'est-à-dire jusqu'à la Giraudière, parce qu'à la Giraudière, il y a des enjeux extrêmement importants. Je vais voir la maire d'ailleurs en fin de semaine. Il y a un lycée de production, il y a des habitants, il y a possibilité de faire des parkings pour desservir les monts du Lyonnais et d'une plateforme multimodale. Et donc j'espère qu'on va pouvoir pousser Moi, je suis pour des
des objectifs atteignables et réalistes. Et j'espère qu'on pourrait déjà amener le trafic voyageur jusqu'à la Giraudière, puisqu'entre la Giraudière et Sainte-Foy, ça sera un projet pour la suite. Mais ensuite, il y a des ouvrages d'art importants, des ponts, des tunnels, qui rendraient le projet inatteignable à court terme. Mais par contre, je dis bien aux collectivités, conserver le foncier. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet, des fois, dans les 10 ans qui arrivent, mais il faut absolument que vous conserviez le foncier, puisque ce foncier sera utile dans les années qui arrivent. Mais voilà, dans un premier temps, l'objectif atteignable, c'est de faire d'arriver le train jusqu'à la Giraudière, d'avoir un beau parking et un bus qui fasse le tour de plus haut dans les monts du Lyonnais pour rapatrier le trafic sur le train de la Giraudière. Voilà, je vous propose que ce soit le dernier sujet, si ça vous convienne, parce que ça vous convient, pardon, puisqu'il est déjà 20h13, donc on a déjà un peu dépassé le timing, mais voilà, les échanges étaient très intéressants. En tout cas, moi, je voulais à nouveau remercier, avant de te donner la parole, Gérald et l'ensemble de son équipe. Vous avez vraiment fabriqué un programme et on a eu un accueil très intéressant qui nous a même permis de goûter les pâtisseries de Charbonnières. Et ce que je retiens de Charbonnières, c'est que finalement, c'est une commune qui est assez riche de son passé. Des termes, il y a toute une histoire, voilà, et tu parlais notamment des termes, mais qui a également des projets d'avenir, qui se projettent dans l'avenir, qui voient très loin, avec le campus du numérique. Mais quand tu parles aussi des arts pendant 100 ans, c'est une grande richesse de pouvoir se projeter si loin dans son avenir. Et donc, bravo pour tout ce que vous faites. Et je te propose maintenant d'avoir le mot de la fin. Je te remercie. Et en tout cas, moi, je suis très content de cet après-midi que nous avons passé ensemble. Ça nous a permis d'échanger beaucoup. Ça t'a permis d'être au contact un petit peu de la vie, comme tu aimes le faire, puisque tu l'as fait dans 19 communes, je crois. Chaque semaine. Chaque semaine. Et tu en as combien? 41. 41. Donc, tu as encore du travail sur la planche. Mais je vois que tu le fais avec plaisir, toujours efficacité. Et je pense que c'est très intéressant pour nous, maires, parce que tu as été maire, tu as été chef d'entreprise. Donc, en plus, tu as ce pragmatisme, bon sens, terrien, de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et je trouve ça très intéressant dans nos échanges. Et je trouve que tu es très près du territoire. Et je te félicite pour ça. En tout cas, Charbonnières est une ville, effectivement, j'allais dire, qui est en transition. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vrai qu'elle est en transition depuis longtemps, parce que les thermes sont fermés depuis, ça doit faire 20 ans, en 96, je crois, ou 93, ils ont été démolis. 83. Non, Si. pas 83. Ils ont fermé en 83. Non, 83... c'était pas démoli, ça a été démoli dans les années 90. Ça a fermé en 83. Bon, enfin, peu importe, mais je ne suis pas sûr de cette date, du tout. Moi, si. Révise le livre de M. Putigny, tu verras. Oui. Bon, enfin, c'est pas dramatique. Ils sont fermés, ils ont disparu, c'est une page qui s'est tournée. La page s'est tournée aussi pour Charbonnières, avec cette loi sur le tourisme qui nous a définitivement séparés et coupé le cordon ombilical avec le casino, mais on a retrouvé une résilience avec ce projet de campus qui nous fait, comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu de mots, mais passer de l'ère thermale à l'ère digitale. Et c'est très bien, parce qu'en plus, ça va rendre service aux entreprises et ça va permettre à beaucoup d'entreprises de retrouver leur voie dans l'avenir et pour assurer leur développement et l'emploi des salariés dont ils ont la charge. Car l'entreprise a un rôle social. Voilà, merci à tous. Très content. Je pense que malheureusement, tout a une fin. Et on va conclure ce soir là-dessus. Merci Thomas. Merci, très bonne soirée à tous. Bonsoir. Bon. Attends, je vais couper le son.